comprend aujourd'hui qu'un système d'IA est un système basé sur une machine avec des objectifs implicites ou explicites. Donc, les objectifs peuvent provenir de l'IA elle-même. Ce système va permettre d'inférer à partir d'entrées qui sont des données, une grande quantité de données, inférer des sorties, des résultats en sortie. Et ce qu'il faut retenir, c'est que ces résultats constituent des fonctions cognitives. Donc, on parle de prédiction, de recommandation, de prise de décision ou d'aide à la décision, ou encore de génération de contenu. Et donc, c'est à ce niveau-là qu'intervient l'IA générative. Donc, se rappeler quand même que toute IA n'est pas forcément une IA générative, et en particulier les usages faits par l'administration, par exemple, sont plus des usages d'aide à la décision, de prise de décision quand il s'agit de triage de dossiers, par exemple dans le domaine de l'immigration ou dans le domaine de l'accès à des services sociaux. Et c'est un peu la même chose aussi, par exemple, pour les banques qui sont plus dans des processus de prise de décision. Et quand on parle aussi parfois de police prédictive ou d'outils d'anticipation, on est plus sur des IA de prédiction. Donc l'IA générative n'est qu'un type d'IA et c'est vrai que c'est cette IA générative qui vient un petit peu plus perturber le droit d'auteur puisqu'il s'agit de générer du contenu comme des textes, des images, des vidéos, des musiques, du code, tout type de contenu susceptible d'être protégé par le droit d'auteur. Alors, quand on rentre un peu plus dans le détail de ce qu'est l'IA générative, justement, on trouve aussi une définition, donc on trouve une définition de l'IA dans le règlement de l'AI Act, mais on trouve aussi une définition de l'IA générative à l'article 363 qui nous indique qu'un modèle d'IA se caractérise par le fait d'utiliser, d'être généré à partir d'une quantité très importante de données utilisant l'autosupervision à grande échelle. Et surtout, ce qui caractérise un modèle d'IA par rapport à un système d'IA, c'est qu'un modèle est capable d'exécuter un nombre important de tâches distinctes. Donc, plusieurs types de tâches, alors qu'un système d'IA, généralement, va être programmé, va être mis en œuvre pour répondre à un type de tâche avec un objectif spécifique. Un modèle, donc les modèles si on pense au modèle de langage, un modèle comme ChatGPT ou les GPT de manière générale, sont capables d'accomplir un nombre important de tâches. Et ce qui caractérise aussi les modèles, c'est qu'aujourd'hui, de plus en plus de systèmes d'IA sont construits à partir des modèles. Donc le modèle est vraiment quelque chose de générique et on va le spécifier, le fine-tuner ou utiliser ce modèle pour un objectif spécifique. Euh, Évidemment, ces modèles supposent une quantité phénoménale de données pour s'entraîner et on constate que beaucoup de modèles de langage ont été créés à partir de données qui ont été collectées sur Internet. Donc, on parle de crawling, de scraping sur Internet de données et très souvent, ces données ont été captées sans l'autorisation des titulaires de droit. Et donc, évidemment, c'est là que on va trouver un premier achoppement avec le droit d'auteur, donc sur la captation de ces données d'entraînement. Évidemment, on va aussi, donc ça c'est le premier point que je voudrais voir avec vous, donc comment est-ce que l'IA est conçue à partir de données majoritairement captées sur Internet, donc est-ce qu'on peut parler de contrefaçon, est-ce qu'on peut parler d'exception au droit d'auteur? Et puis, le deuxième point que je voudrais voir avec vous se situe plutôt en aval, c'est l'IA générative qui crée, ou en tout cas qui génère du contenu de nature créative. Et donc, peut-on parler d'œuvres, peut-on parler de titularité de droit d'auteur et qui en seraient les titulaires. Donc, on va se situer aussi bien en amont dans la création qu'en aval. Évidemment, on peut aussi s'interroger, je vais pas approfondir cette question-là aujourd'hui, mais on pourra peut-être en reparler si vous le souhaitez pendant le débat. On peut penser aussi à d'autres enjeux sur l'appropriation légitime de certaines expressions culturelles, hein. Je pense aux expressions culturelles autochtones. On peut aussi parler d'appauvrissement de la création, d'exclusion aussi, puisque on peut aussi penser à l'inverse, à de la standardisation de certaines expressions culturelles, à la domination
de l'expression culturelle des modèles de langage entraînés aux États-Unis, par exemple, de même qu'on peut penser à la domination de l'anglais. Et on peut aussi penser aux enjeux donc d'appauvrissement, aux enjeux de dégénérescence si la création ne provient que de l'IA et n'est pas renouvelée par la pensée humaine. Bon, ces questions-là, je les mettrai de côté. Je me concentre sur les enjeux du droit d'auteur et d'abord sur les enjeux en amont. Alors, les enjeux en amont, donc comme je le disais, pour pouvoir entraîner un modèle d'IA générative, il faut une quantité phénoménale de données. Et on peut se demander si, évidemment, c'est les données qui sont utilisées à partir de bases de données qu'on peut acheter ou encore des données qu'on peut avoir prises sur Internet, donc avec du crawling, du scraping, comme je disais, donc tout un tas de techniques qui permet une collecte massive d'informations sur Internet. Ces données sont potentiellement et partiellement protégées par le droit d'auteur. Donc, y a-t-il contrefaçon? Si les données sont simplement entraînées utilisées, pardon, pour entraîner les IA, y a-t-il contrefaçon? Peut-on se prévaloir d'exceptions au droit d'auteur et en particulier de l'exception de fouilles de textes et de données, qui est une exception qui a été reconnue en droit européen en 2019, donc bien avant le contexte de l'IA générative. Donc, est-ce qu'on peut vraiment calquer ces questions et ces modèles de droit d'auteur, enfin ces règles de droit d'auteur au contexte de l'IA générative? Alors, c'est pas une question facile à laquelle il faut répondre ici, parce qu'en fait, si on considère d'abord le droit d'auteur dans différentes juridictions, au Royaume-Uni, dans l'Union européenne, au Japon, on a reconnu cette exception de fouille de textes et de données, mais avec des régimes juridiques différents, avec des contextes un peu différents. En droit européen et en droit anglais, enfin en droit de l'Union, enfin du Royaume-Uni, on reconnaît une exception de fouille de texte et de données à des fins commerciales, puisqu'on est dans un contexte de finalité commerciale, mais à condition que les données aient été captées de manière licite. Alors, quand on capte sur Internet des données sans autorisation pour entraîner les systèmes d'IA, les modèles d'IA, est-ce qu'on est dans un usage, est-ce qu'on a vraiment capté les données de manière licite? On peut se poser la question. Peut-être que la réponse est non. Et puis, même si les données ont été captées de manière licite, encore faut-il que les titulaires de droits d'auteur soient prévenus, finalement, soient informés, et qu'ils expriment éventuellement leur réserve de droit, c'est-à-dire qu'ils disent éventuellement, je ne veux pas que mes œuvres soient utilisées pour entraîner des modèles d'IA. Donc, c'est ce qu'on appelle la réserve de l'opt-out. Ce que l'on constate aujourd'hui, c'est que bah, la plupart des modèles sont entraînés, comme je disais, à partir de tout un tas de données d'origines diverses, et notamment sur Internet. Donc, le caractère licite est douteux. Et ce qu'on constate aussi, c'est que les titulaires de droits d'auteur n'ont pas vraiment l'opportunité de donner leur consentement ou pas, et donc d'exprimer leur réserve de droit. Donc ces deux conditions ne sont pas véritablement respectées aujourd'hui, et on a beaucoup de difficultés à les faire respecter. Alors, du coup, dans ce contexte-là, beaucoup de personnes, enfin beaucoup enfin, tout le milieu culturel demande un peu plus de transparence dans la façon dont ces IA génératives sont créées. Et pour répondre à cette demande, donc dans le règlement IA, les AI Act que j'évoquais tout à l'heure, donc adopté en juin 2024, il y a une disposition particulière enfin deux dispositions en réalité qui concernent le droit d'auteur. La première disposition consiste à obliger les fournisseurs de modèles d'IA à mettre en œuvre une politique conforme au droit d'auteur, donc à respecter le droit d'auteur et à exprimer la façon dont ils respectent le droit d'auteur. Ça, c'est un premier point. Et le deuxième point va consister à être transparent et à dire, à faire un résumé suffisamment détaillé du contenu utilisé pour entraîner les modèles d'IA. Donc, essayer de dire d'où vient, enfin, quelles sont les sources de leur modèle pour que les titulaires de droits d'auteur puissent exprimer leurs droits et puissent éventuellement obtenir des licences. Parce qu'aujourd'hui, le grand enjeu finalement en bout de ligne, c'est d'essayer de savoir qu'est-ce qui est utilisé
et permettre aux titulaires de droit d'obtenir une rémunération dans l'utilisation de leurs œuvres et donc de pouvoir conclure des contrats de licence avec les fournisseurs de modèles d'IA. Ça, c'est l'objectif et on est assez loin d'avoir mis en place un modèle contractuel qui marche hein, ou un modèle législatif qui marche fondé sur ces licences. On entend simplement parfois dans la presse quelques accords qui ont pu être passés entre certains fournisseurs de modèles, comme par exemple OpenAI, qui a pu passer un accord avec le New York Times, ou parfois on entend que Le Monde a passé un accord. Donc on entend des accords ponctuels comme ça. Pour permettre l'utilisation des articles de journaux, par exemple, mais c'est loin d'être généralisé. Et puis, parfois, bah, il y a un ou deux accords, mais avec un ou deux journaux, mais c'est tout. Et donc, il y a pas du tout de lame de fond, finalement, contractuelle, mais simplement des petits accords. Donc, pas vraiment de rétribution, de redistribution aux titulaires de droits d'auteur. Donc, ça, c'est un enjeu qui reste ouvert. Et dans le cadre aussi de cet AI Act, hein, de ce règlement IA, pour essayer d'aller un petit peu plus loin, un code de pratique doit être rédigé et présidé par des experts dont je fais partie. Je fais partie de l'aspect sur le droit d'auteur. Donc, pour essayer d'aider à trouver des solutions entre les fournisseurs de modèles d'IA et les titulaires de droits d'auteur. Donc, pour essayer d'aller vers un modèle de licence ou une meilleure conformité, un meilleur respect du droit d'auteur et un peu plus de transparence des fournisseurs d'IA. C'est un processus, cette rédaction du code de pratique est un processus itératif qui intègre qui intègre les parties prenantes. Et donc, on doit sortir aujourd'hui même le troisième draft, le troisième brouillon, et il doit y avoir quatre drafts jusqu'au mois de mai pour essayer d'avoir ce code de pratique et essayer surtout d'obtenir la signature des fournisseurs de modèles d'IA qui s'engageraient à donner un petit peu plus d'informations, de transparence aux titulaires de droits d'auteur. C'est un code de pratique volontaire, donc les fournisseurs de modèles d'IA ne sont pas du tout obligés de signer ce code. C'est pour ça qu'ils sont engagés dans la discussion pour essayer d'obtenir quand même un accord. Et vous le voyez sur la diapo, il y a quatre groupes de travail, donc un sur le premier sur le droit d'auteur et la transparence, et les autres groupes de travail sont plutôt centrés sur les risques systémiques de ces gros modèles d'IA. On pourra en rediscuter pendant le débat. Mais tout ça pour dire qu'aujourd'hui, on essaie de trouver des solutions, un code de pratique volontaire pour essayer d'accommoder le respect du droit d'auteur avec le développement de ces modèles d'IA qui, pour le moment, se sont faits totalement en violation du droit d'auteur, il faut bien le dire, et en disruption du droit, comme on peut souvent le constater quand une nouvelle technologie numérique arrive sur le marché. Très souvent, ça se fait sans respecter les règles de droit. Et après, quand la technologie devient un petit peu inévitable, qu'elle devient indispensable, eh bien, on accommode les règles de droit. Donc, c'est un petit peu ce qu'on est en train de faire aujourd'hui et probablement aussi que dans le futur, la directive sur le droit d'auteur qui a été adoptée en 2019 et qui reconnaît cette exception de fouille de texte et de données, probablement que cette directive va être réformée parce qu'en 2019, elle ne tenait pas vraiment compte des enjeux de l'IA générative. Donc, il va falloir quand même revoir le modèle économique ici pour permettre quand même une redistribution aux titulaires de droits d'auteur et de droits voisins. Donc ça, c'est ce qui se passe en amont. Donc pour entraîner les IA, il faut de la création et il faut énormément de données. Et puis en aval, est-ce que les œuvres, ou en tout cas est-ce que les résultats fournis par l'IA générative peuvent être protégés par le droit d'auteur? Alors traditionnellement, en droit d'auteur, n'est titulaire d'un droit d'auteur qu'une personne physique. Donc il faut qu'il y ait un auteur
est imprégné de la personnalité de l'auteur parce qu'il faut qu'il y ait une originalité. Donc, y a-t-il une empreinte de la personnalité de l'auteur? Ça va être la question principale que l'on va se poser. Et oui, ok. Ok, donc là, les enjeux majeurs pour l'IA générative en aval, donc quand la création, enfin quand un résultat est produit, un contenu est produit par IA générative, donc là, la question de savoir s'il faut reconnaître un droit d'auteur et qui en serait titulaire. Traditionnellement, en droit d'auteur, c'est un auteur, personne physique, qui est titulaire du droit d'auteur, et ça peut pas être une machine qui n'a pas la personnalité juridique, donc c'est pas l'IA elle-même qui va être titulaire du droit d'auteur. Donc, est-ce que c'est le concepteur du modèle d'IA? Est-ce que c'est son déployeur? Est-ce que c'est l'artiste qui l'utilise, l'utilisateur de l'IA? Si un artiste créé par IA, est-ce qu'il y a quand même une création? Et donc, ce que j'étais en train de dire, c'est qu'on a toujours créé à partir d'outils et c'est pas problématique en soi d'utiliser un outil pour créer, mais il faut pas qu'il y ait trop d'automatisation. En fait, l'enjeu va être là parce qu'il faut que l'auteur puisse toujours exprimer sa personnalité. Il y a une condition d'originalité en droit d'auteur qui est l'expression de la personnalité de l'auteur. Et donc, s'il y a trop d'automatisation, ça veut dire que c'est la machine qui décide et que l'auteur n'est plus vraiment acteur et n'exprime plus vraiment sa personnalité. Donc l'enjeu va être de savoir si l'auteur commande et sait exactement quelle création il veut obtenir, même si la réalisation se fait par machine, ça n'a pas d'importance, hein, même si c'est automatisé. Mais par contre, il faut vraiment qu'il exprime sa personnalité. Donc, on va chercher ici la place de l'auteur et la place de la machine. Et donc, c'est un très bon exemple ici du champ de recherche sur l'interaction humain-machine, bah, c'est de savoir qui fait quoi pour savoir si on peut vraiment encore attribuer un droit d'auteur à un auteur personne physique. Et là, je vais prendre l'exemple du droit américain parce que en droit américain, pour obtenir un droit d'auteur, il faut déposer son œuvre, sa création, et donc le Copyright Office, le US Copyright Office, donc le bureau du droit d'auteur américain, va devoir se prononcer au cas par cas pour dire oui, là, et on va accorder un droit d'auteur ou pas. Et c'est un processus qui ne se passe pas du tout, qui ne se produit pas du tout en droit européen, parce qu'en droit européen, il n'y a pas de formalité de dépôt pour obtenir un droit d'auteur. Donc, en droit européen et en droit français en particulier, bah, il suffit d'exprimer sa personnalité et de considérer que l'œuvre est aboutie pour que le droit d'auteur naisse automatiquement. Donc, c'est sans formalité aucune. Donc, il n'y a aucun bureau, aucun office pour analyser les œuvres les unes après les autres et pour dire ça, on attribue un droit d'auteur ou pas. Du coup, le Copyright Office américain s'est posé des questions très tôt, dès 2021, pour savoir bah, si telle ou telle œuvre méritait ou pas d'être protégée, s'il y avait suffisamment d'intervention humaine ou si tout était automatisé. Et donc, dans ce cas-là, pas de protection. Pour se guider, hein, pour pouvoir répondre à cette question au cas par cas, le Copyright Office américain a émis des lignes directrices en 2023, justement pour déterminer un petit peu la place de l'humain et la place de la machine. Et donc, il va rechercher si les contributions de l'IA sont le simple résultat d'une reproduction mécanique, donc une simple automatisation, ou si c'est le résultat de la conception mentale originale de l'auteur. Donc, c'est à travers ces mots-clés-là, un petit peu abstraits, que le Copyright Office va déterminer au cas par cas s'il y a droit d'auteur ou pas. Et là, je vais vous donner quatre exemples pour essayer de clarifier un petit peu bah, dans quel cas on a reconnu qu'il y avait une conception mentale de l'auteur, hein, donc une originalité qui s'exprimait, ou dans quel cas on a considéré que c'était simplement une reproduction mécanique. Là, par exemple, c'est la première œuvre IA qui a été présenté devant le Copyright Office, donc en 2021, enfin en 2022, pardon, et là, le Copyright Office a décidé de ne pas attribuer de droit d'auteur en disant que c'était simplement une imitation d'un style, enfin que c'était simplement la machine qui avait produit ce résultat-là, et que
l'œuvre générée par IA n'était pas protégée. Donc là, c'était une décision assez radicale, mais c'était la première et je pense que c'était euh, donc un rejet, mais c'était aussi le moyen de dire on ne va pas être envahi par toutes les créations produites par IA et donc il va falloir être un peu plus exigeant. Mais pour montrer cette exigence, on commence par refuser et puis après, au fur et à mesure, vous allez voir que dans les décisions suivantes, le Copyright Office est un peu plus subtil, mais en tout cas, dans cette première décision, rejet de la création générée par IA, un rejet de principe, je dirais. Ensuite, un petit peu plus de détails. Là, dans cette affaire-là, je vous ai reproduit qu'un petit bout. On voit que c'est un style à la Van Gogh. Et là, rejet dans cette deuxième décision, rejet également de la protection par le droit d'auteur, parce que quand on imite un style, ben là, on est trop proche de la reproduction, trop proche de la contrefaçon. Et puis par ailleurs, on a une exception de parodie. Donc là, on sait qu'on imite un style. Et donc quand on imite le style de Van Gogh ou de Picasso, de peintres connus, ben, on ne peut pas s'attendre à recevoir un droit d'auteur, ce qui est assez logique parce qu'évidemment, on reproduit trop l'existant et on n'a pas assez de créations nouvelles ici. Donc pas de protection. C'est une décision tout à fait justifiée. Dans cette décision-là, également, rejet de la protection, ce qui peut être beaucoup plus discutable dans cette reproduction-là, dans cette œuvre-là, parce que si l'œuvre, je vous ai pas reproduit l'intégralité, mais si l'œuvre était effectivement générée par IA, le résultat automatisé était beaucoup moins précis que ce que vous voyez là. Là, c'est vraiment le résultat après le travail de l'auteur qui a demandé, on voit quand même qu'il y a une certaine précision des personnages. On voit que le paysage aussi n'est pas qu'un flou, mais que ça représente une montagne. On voit ce qui est représenté ici, alors que le résultat automatique généré par l'outil était beaucoup plus flou. Donc ensuite, l'auteur est revenu en demandant beaucoup plus de détails, en précisant les personnages, etc. Et pourtant, même s'il y a eu des itérations, le Copyright Office a refusé la protection. Là, je trouve que cette décision est moins justifiée parce que ce qui va compter dans l'intervention humain-machine et de savoir si finalement on va accorder un droit d'auteur ou pas, c'est justement les prompts qui sont faits et la capacité d'itération et le détail apporté par l'auteur finalement pour dire je veux que la représentation soit celle-ci et ça représente ma conception, j'exprime ma personnalité au travers de l'œuvre. Donc là, je trouve que c'est assez sévère de refuser une protection. Et puis, dans cette dernière affaire, le Copyright Office a accordé une protection, mais pas sur les images elles-mêmes, mais sur le scénario. Ici, en fait, dans le prompting, l'auteur a vraiment détaillé quel type d'œuvre il voulait, quel type d'image il voulait. Il a détaillé aussi les séquences scénarisées. Et donc, ce sont ces aspects-là qui ont été protégés mais pas les images produites elles-mêmes. Donc c'est vraiment le scénario, le prompt lui-même et la façon dont l'auteur a voulu découper l'histoire. Donc c'est assez intéressant parce que là, on voit justement que dans cette décision-là, le Copyright Office est allé dans le détail de l'apport de l'auteur versus l'apport enfin, la réalisation par la machine. Et donc, on a bien ici protégé l'apport dans le format, dans le scénario. Alors pour conclure, on voit qu'on a encore beaucoup de questions sur la place des auteurs, encore de la création et la protection du droit d'auteur quand il s'agit finalement de s'appuyer sur des créations déjà existantes pour permettre à l'IA générative de produire des résultats. Et donc on voit que le droit d'auteur actuel n'est plus très adapté à ce contexte-là, hein. Encore une fois, l'exception de fouilles de textes et de données n'a pas été pensé en 2019 dans ce contexte d'IA générative. Donc, il va falloir certainement réformer le droit d'auteur, comme je le disais. On voit aussi qu'il va falloir encourager un meilleur partage de la valeur, hein, parce que pour l'instant, la valeur est captée uniquement par
les fournisseurs de modèles d'IA, par les entreprises comme OpenAI, Microsoft, Google, etc., et plus du tout par les auteurs. Et donc, il va falloir de meilleures règles de rémunération des auteurs. Il va aussi falloir euh, un petit peu plus préciser comment les auteurs peuvent quand même voir reconnaître leur création s'ils utilisent l'IA générative dans leur processus créatif. Voilà, je vous remercie de votre attention. Oui, oui. Merci pour la question. J'aurais deux réponses, deux approches différentes. Une approche un peu technique qui indique que certes, ces gros modèles d'IA générative ont besoin d'énormément de données, mais on a aussi des contre-exemples en recherche hein, où on arrive aussi à des résultats et à produire enfin, des contenus tout à fait intéressants avec beaucoup moins de données. Donc peut-être aussi que il faut avoir des modèles peut-être un peu plus ciblés sur le type d'usage que l'on veut, parce que c'est vrai que ces grands modèles d'IA permettent des choses complètement différentes, aussi bien de faire du code, de traduire, de générer des images, du son, etc. Peut-être qu'on peut avoir des choses plus compartimentées pour ne pas être obligé d'avoir une masse volumétrique très très importante de données. Donc ça, il y a des recherches hein, qui vont un peu plus vers small data et ce qui va aussi avec un peu plus de frugalité et un peu plus de respect de l'environnement. Donc, il faut peut-être aussi encourager ce type de recherche, même si les résultats sont moins phénoménaux, mais avoir peut-être aussi euh, plus de compartimentage de ce qu'on souhaite produire. Et puis, par ailleurs, pour l'autre réponse, c'est un peu plus juridique, où en fait, on peut continuer, enfin, on peut envisager de continuer avec des modèles, avec une grande quantité de données. Le problème ici n'est pas tant qu'on utilise ces données protégées par le droit d'auteur, c'est qu'on reverse pas de dividendes aux titulaires de droit. Donc, c'est plutôt de chercher un modèle juridique des accords hein, pour qu'il y ait une réversion aux auteurs. Donc, d'où tout ce code de pratique, d'où ces idées de réformer la directive sur le droit d'auteur, etc. Donc, c'est pas forcément de changer les résultats, enfin, la façon dont on fait de l'IA générative, donc, contrairement à la première réponse que j'ai apportée, mais c'est de faire en sorte que le partage de la valeur se passe aussi aux auteurs et donc de respecter les droits d'auteur. La difficulté qu'on a avec ça aujourd'hui, c'est que il n'est pas toujours facile de connaître les titulaires de droits et de savoir à qui reverser les dividendes. Et il y a quand même des modèles plus vertueux qui se développent, par exemple, et c'est ce on commence à faire en France, par exemple, vouloir avoir des répertoires pour lesquels on sait exactement quels sont les titulaires de droits et à qui on va reverser les droits d'auteur. Les sociétés de gestion collective commencent à s'organiser, la BNF commence aussi à constituer des répertoires. Donc, il y a des solutions hein, pour avoir des bases de données, je dirais, vertueuses, conformes aux droits d'auteur et pour lesquelles bah,
une rétribution, une rémunération des auteurs est prévue. Donc c'est plus un modèle juridique, économique qu'il faut mettre en place ici que de revoir nécessairement la technique. C'est possible. C'est possible. Après, qu'est-ce que ça veut dire d'être débordé? Enfin, est-ce que on serait débordé d'un point de vue technique et il y aurait plus assez de moyens? Ça, c'est une possibilité.